Merci à vous, Emmanuel Morel. Est-ce que vous voulez répondre l'un ou l'une ou l'autre, Stéphane? Est-ce que vous voulez Oui, réagir avant de laisser la parole à la salle? précision à propos de Jean Monnet, puisque j'ai débattu très longtemps dans un petit cercle Anima Mundi avec son chef de cabinet et fondateur de la Trilatérale. Il y a une note de la Trilatérale qui dit ce que va être l'Union européenne. Que dit cette note faite par Crozier, Huntington et Watadaki de la crise de la démocratie, s'appelle-t-elle. Elle dit « Nous avons, nous, démocratie occidentale, un problème. La nouvelle division internationale du travail et la baisse du taux de profit fait que nos sociétés habituées à avoir sans cesse plus, ça va plus être possible. Et comme c'est pas facile de demander à des gouvernements politiques de dire à leurs citoyens que demain sera pire qu'aujourd'hui, il faut transférer sur des instances de gouvernance transnationale le soin de prendre des décisions difficiles. Cette note d'une grande intelligence et qui montre que les idées font progresser les choses et pas seulement du côté des islamistes, mais là du côté des néolibéraux, c'est ce que va devenir l'Union européenne. Étaient membres de la Trilatérale Georges Bertoin, Brzezinski, Rockefeller et Kissinger, puis, oh non, pas puis, au même moment Giscard d'Estaing, Raymond Barre, et le président actuel est Jean-Claude Trichet. Qu'on se comprenne bien, je ne suis pas du tout un complotiste, je ne suis pas du tout en train de dire, je suis en train de dire ce que je dis avec Emmanuel Morel, c'est que l'imaginaire français fait que le poste national et le national, pour un Français, tout ça c'est pareil. C'est Hugo, c'est Napoléon. C'est ce que disait Malraux sur les Français. Donc on ne voit pas à quel point dans la réalité la souveraineté nationale est la condition de la souveraineté populaire, de la qualité du lien entre gouvernants et gouvernés et du bon fonctionnement de la République. Et donc Bertoin et Monnet ont été les concepteurs de ça. Et tu cites une phrase de Monnet. Monnet ne sait pas de quoi il parle. Il dit à la fois « le doux commerce va pacifier les relations entre les peuples qui sinon font la guerre ». Et il dit en même temps « mais on va confier ça à des instances internationales ». Alors pourquoi je dis « il ne sait pas de quoi il parle ». Il n'a pas lu, et je vous invite à lire la nouvelle édition des Lettres persanes de Montesquieu par Alain Supiot, relatée dans un débat, enfin, dans un interview que je mène avec lui, Alain Supiot et Arnaud Benedetti, dans la revue sur les imaginaires de la revue politique et parlementaire. Monnet dit à la fois « le doux commerce va apaiser les nations », ce que dit Montesquieu, et il dit à la fois « instance de contournement national », ce que dit Condorcet, le mathématicien. Au nom de l'unicité, du progrès, de la raison, il faut une loi pour tout le monde. Mais Montesquieu, il faut choisir, on est Montesquieu ou on est Condorcet, parce que justement Montesquieu dit la loi doit dépendre des us et coutumes. Les Perses ont leurs us et coutumes, c'est pas les mêmes que les Portugais, c'est pas les mêmes que les Français, et donc l'universel, c'est pas l'universalisme. Donc ma conclusion, elle se rapproche de toi.
Je suis pour l'universel. Je suis contre l'universalisme associé au néolibéralisme et ne vous y trompez pas, la montée de l'islamisme que nous combattons tous et la montée du wokisme vient de la confusion entre universalisme et néolibéralisme. Les uns se réfugient derrière Dieu et la charia contre la dépossession de leur souveraineté individuelle et collective, et les autres, les wokistes, s'abritent derrière leur couleur de peau, leur genre, qu'ils pourraient changer d'ailleurs, en naturalisant leur identité. Donc pour moi, néolibéralisme, wokisme, islamisme, tout ça chemine ensemble. C'est l'expression que les peuples ont perdu la maîtrise de leur souveraineté temporelle, et donc ensuite chacun s'égaye pour se trouver ces petits abris identitaristes. Donc, je prône l'universel et pas l'universalisme, c'est-à-dire pour moi, l'universel n'est pas une finalité, c'est une condition de la possibilité de respecter la dignité humaine et de préserver la paix. Le néolibéralisme nous amène à la guerre parce que les peuples, se sentant dessaisis de leur destin, n'ont plus les moyens de se le réapproprier, et donc pour régler des dysfonctionnements internes, ils vont taper sur l'autre. Et c'est pour ça que je vais sortir un livre dont le titre sera « Chaos, essai sur l'imaginaire des peuples ». Donc, s'il en est encore temps, il faut vite redonner aux peuples la maîtrise de leur destin. Et en Europe, ça veut dire qu'il y a un génie italien, il y a un modèle italien. Il y a un modèle énergétique italien qui n'a rien à voir avec le modèle énergétique allemand, qui lui-même n'a rien à voir avec le modèle énergétique français. Et si nous avions le premier électricien du monde qui maintenant est à genoux, c'est parce qu'il y a eu l'illusion de technocrates à Bruxelles, mais pas seulement, qu'on allait faire une énergie européenne et non pas des alliances de modèles énergétiques. Donc, ce qui nous arrive, les guerres qui menacent, dont des guerres nucléaires, viennent d'abord de l'incompréhension de ce qui se passe. Si on comprenait comment fonctionne un Russe, si on comprenait comment fonctionne un Ukrainien, comme le comprenaient Kissinger et Brzezinski, nous n'aurions pas la guerre en Ukraine comme nous l'avons en ce moment. Merci Stéphane Rosès. Alors, il va falloir donner la parole à la salle. Il en a pour 1 minute. Oui, 1 minute, parce que j'ai aussi hâte d'entendre vos questions. Juste pour vous dire, mais c'est plus une réponse à Emmanuel Morel, que vous avez décrit le Parlement européen comme si c'était un peu une espèce de groupe d'auto-entrepreneurs ayant chacun leurs convictions. Je crois qu'il y a quand même des cohérences. Et moi, je voudrais vous dire avec clarté, puisque en ce qui concerne la délégation française, qui s'appelle Ensemble Europe maintenant, qui s'appelait Renaissance avant, nous faisons bloc pour prendre de plein pied cette défense de la laïcité au niveau européen, et nous allons le faire dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent. Je dois dire, pardonnez-moi Emmanuel Morel, mais que vous êtes quand même très isolé dans votre groupe, qui s'est quand même levé en bloc pour refuser que M. Bellamy, dont je ne partage pas beaucoup de convictions, mais celle-là, pour le coup, je la partageais de cet amendement qui était assez proche du nôtre, eh bien, s'est levé en bloc, et d'une manière, vous étiez quand même très isolé dans votre position, dont je reconnais voilà, l'ancienneté, la sincérité, etc., pour refuser que cet amendement soit posé, ce qui est assez... Donc ça veut dire que le combat ne sera pas facile, mais nous allons le mener, et je crois que si les Français, vous avez reconnu un certain nombre d'avancées de l'Union européenne, merci, je pense que si les Français ont réélu un président profondément pro-européen, ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, et si
les sondages montrent un recul du sentiment anti-européen et parallèlement une progression du sentiment pro-européen, c'est parce qu'il y a l'Europe est en train de changer de manière très concrète sur l'Europe de la santé, sur les 750 milliards d'euros levés sur le plan de relance, qui ne sont pas du néolibéralisme, parce qu'il était question de soutenir justement les Européens dans un moment difficile. Je m'arrête parce que j'aurais beaucoup de choses à ajouter, mais je veux rester sur une note optimiste sur le fait que si nous faisons la conférence sur l'avenir de l'Europe pour faire participer les citoyens, si nous sommes des fervents d'une convention pour changer les traités, c'est que vous parlez d'une Europe des années 50 que vous avez gardé. J'ai beaucoup d'admiration pour Jean Monnet, mais les choses évoluent, le projet européen est vivant et il est à un moment de bascule potentiellement positive. Et je voudrais, moi, porter cette voix devant vous aujourd'hui parce que pour notre sujet, oui, sans irénisme, je pense que nous pouvons arriver à faire prendre conscience. Nous avons tout ce qu'il nous faut, y compris l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui nous dit bien qu'on peut limiter la liberté d'exercice de la religion aussi quand la liberté d'autrui est en péril. Et je crois que l'un des enjeux, et je m'arrête là, c'est que le péril ne vient pas toujours de l'État, il vient aussi de la société civile. Et aujourd'hui, en Europe, il vient surtout de la société civile. C'est ce mouvement-là, cette prise de conscience-là, que l'Europe doit absolument maintenant adopter. Et je pense que nous pouvons y arriver, mais nous devons, oui, nous battre. Et la bataille des idées n'est pas perdue. Ne nous déclarons pas vaincus avant d'avoir mené le combat, de manière groupée et fédérée. Merci Ilana Sicurel. Alors, très très vite, première question, jeune homme. Oui, bonjour. Déjà, je vous remercie pour ces échanges et parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de l'Europe ou du concept de la nation dans le débat national. Et donc moi, ma question, vu que je suis étudiant à Sciences Po, je suis président du Printemps républicain à Sciences Po, je vois tout ce que vous dites dans cette école qui est censée former les futures élites. Donc, Monsieur Rosès, je pense que vous n'allez pas me contredire, que cet impact du néolibéralisme, M. Rosès, comme vous l'avez décrit, se voit dans cette université et que notamment l'homogénéisation de la pensée et tout ce qui tourne autour de la mauvaise compréhension du modèle français, de la laïcité ou même de l'universalisme, c'est assez inquiétant dans cette université puisque c'est quand même censé former les élites de demain. Et donc je me demandais que vu que si l'éducation, notamment, comme vous l'avez dit, Madame Sicurel, que vous allez travailler sur la recherche par rapport à l'éducation au niveau européen, si cette compréhension du modèle français et cette mise en avant des intérêts de la France pouvait passer par l'éducation, à la fois à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, parce que je vois quand même beaucoup de mes camarades à Sciences Po, camarades étudiants à Sciences Po, qui assument ne pas comprendre le concept de la nation ou le concept de laïcité. Et je termine. Alors, Madame qui n'a pas pris la parole, et ensuite, ça sera la dernière question. Je suis désolé, mais on a des impératifs horaires. Je rebondis sur la question de Dorian, puisqu'Emmanuel, je rebondis sur la question de Dorian. Emmanuel Morel, vous parliez tout à l'heure d'illusion du commun au niveau européen. Ma question, c'est est-ce que même le commun n'est pas devenu une illusion en France ? Merci pour la concision de votre question. J'ai fait court. Une troisième du coup, mais alors vraiment... Très rapide, et aussi à Emmanuel Morel, mais aussi à Madame Sicurel, parce que vous vous êtes réjoui du résultat sur l'Europe dans le sondage dont tout le monde parle. Vous êtes suffisamment aguerri maintenant pour ne pas avoir parlé aussi du niveau de colère et d'inquiétude que ce sondage révèle. Mais il y a un autre point sur lequel ce sondage est intéressant, c'est le sentiment de déclin des Français. Et ce dont nous parlons participe sans doute avec beaucoup de force à ce sentiment de déclin. La question s'adresse à Emmanuel et à vous. Est-ce que vous êtes persuadé aujourd'hui qu'il y a un discours politique qui répond à cette inquiétude française du déclin, non seulement du pays, mais peut-être aussi d'ailleurs de l'Union européenne dans ce qu'elle représente, même si on reste très positif vis-à-vis de celle-ci? Emmanuel, Ilana. Emmanuel, vous avez la parole.
Mais sur le déclin, moi, c'est quelque chose c'est vraiment un thème qui m'intéresse parce que il y a des éléments, il y a le sentiment de déclin, mais il y a aussi la réalité la réalité du déclassement, qui vaut aussi bien pour le pays que pour le continent. Déjà, je vais vous dire, hein, la puissance, c'est aussi le nombre, c'est-à-dire la démographie. Et quand on voit les perspectives démographiques pour le continent européen, c'est que bientôt, ça sera 5% de la population mondiale. Donc les gens, ils le ressentent, ça. Hein. Et en plus, ils ressentent qu'il y a un vieillissement considérable de la population européenne. Donc, faible nombre plus vieillissement égale naturellement inquiétude par rapport à l'avenir du continent et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire un certain modèle social, un certain art de vivre et tout ça. Et quand on fait de la politique, on doit répondre à ce qui n'est pas seulement un sentiment, qui est fondé sur un certain nombre de choses qui sont justes, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que la plupart des dirigeants politiques français, alors il y a ceux qui exacerbent ça. Hein, évidemment, Zemmour a surfé là-dessus. Mais je parle des dirigeants progressistes qui pensent qu'il y a encore des choses à faire pour demain et qui ne sont pas seulement dans la déploration. Je trouve qu'on ne répond pas assez à ce sentiment. Je reviens sur deux choses. L'illusion du commun, y compris en France. Je trouve quand même que ça résiste chez nous. Ça résiste sur l'universalisme. Ça résiste sur la laïcité, mais ça résiste aussi, c'est peut-être un peu la différence avec les macronistes, ça résiste aussi sur un certain modèle social français. On ne veut pas que notre retraite, la retraite par répartition, elle soit attaquée comme elle l'est. On veut que nos services publics soient préservés, ça aussi c'est du commun. On ne veut pas qu'il y ait l'extension de la société de marché. Vous verrez que de ce point de vue-là, le génie français, c'est de savoir résister là où d'autres ne le font pas. Donc moi, je ne désespère pas que cet attachement au commun, qui vaut aussi bien pour le vivre ensemble que pour les conditions concrètes d'existence, et ça, c'est ce que je disais, les services publics, la retraite, le modèle social. Moi, je pense au contraire que le peuple français a encore beaucoup d'énergie pour défendre ça. Et enfin, oui, tu veux que je finisse ? Je ne sais plus, il y avait une dernière question là. Moi, je pense quand même qu'on n'a pas répondu à toutes les questions sur souveraineté, république. Qui dit souveraineté ? En fait, voilà, c'est l'idée de la souveraineté européenne qui était portée par Macron. Au début, je trouvais ça intéressant, très français aussi. D'ailleurs, tous nos collègues, nos audits, c'est très français. Parce qu'il y avait cette idée que je trouvais intéressante, hein, qu'on retrouvait aussi dans son expression sur autonomie stratégique, qu'on avait l'Europe à la fois indépendante et puissante. Mais j'en reviens à l'imaginaire. L'Europe puissante, ça, c'est totalement français. Parce que tu discutes avec n'importe qui d'Europe du Nord, les héritiers de l'Europe hanséatique, tout ça, qui se sont construits. Regardons les Allemands, ils se sont construits, c'est le Zollverein, hein, c'est un accord douanier. La puissance, pour eux, c'est plutôt le soft power de la puissance commerciale. Pour parler avec les Néerlandais, par exemple, il y en a dans votre groupe, très intéressant. Eux, ils ne vont pas arriver à l'Europe puissance, ils vont pas arriver à l'Europe qui exporte, l'Europe des échanges. Et de la même façon sur l'Europe indépendante. Moi, je suis prêt à souscrire à ça, hein, sauf que on a l'indépendance accrue par rapport à l'Asie en matière commerciale et on ne fait rien pour revenir sur la religion du libre-échange au niveau européen, rien du tout. Et ça, je peux le démontrer, c'est ma commission commerce international. Je peux vous démontrer comment il y a un activisme totalement débridé par rapport au libre-échange. Mais on ne fait rien non plus pour construire l'indépendance européenne, même sur la question diplomatique et militaire. Et honnêtement, l'Ukraine, ça ne nous aide pas parce que c'est vraiment le retour en grâce de l'OTAN. Il y avait déjà tous nos amis de l'Est qui, de toute façon, pour qui l'alignement sur les États-Unis, ce n'est pas une question. Mais on était un certain nombre, surtout aidés par Trump, à dire ça serait bien quand même que l'Europe définisse elle-même ses règles de défense et de diplomatie. Voilà, vous voyez bien que là, on n'y est pas. Donc même le rêve français de l'autonomie stratégique ou de l'Europe puissance se heurte à d'autres imaginaires. Et là, je reviens encore à ce que dit Rosès, hein, qui est quand même important. Et c'est pour ça que ce n'est pas facile. Mais, chère madame, il y a quand même une énergie dans le peuple français et on n'abandonne pas. Enfin, oui, on me demande de ne pas répondre, donc je vais répondre très brièvement quand même, parce que je crois qu'il y a un peu déséquilibre. Non, écoutez, on aura, j'espère, d'autres occasions d'échanger.
sur l'Europe et l'éducation, on aura, voilà, je vous en dirai plus parce que c'est un long chapitre. Je pense que l'Europe puissance, il y a le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que cette espèce de caricature qui est faite, pardonnez-moi, de cette Europe ultralibérale, je veux dire, au lendemain, quand on a vécu le quoi qu'il en coûte, quand on a vécu les plans de relance et la solidarité qui s'est exprimée au niveau européen, quand on est arrivé à un minimum, à un salaire minimum au niveau européen, c'est quand même très caricatural. Donc là où je vous rejoins, c'est que je pense que quand on parle d'Europe, moi je suis partisane d'un euro-pragmatisme. Et je m'arrêterai là, ce sera mon dernier mot, mais c'est que nous devons jamais considérer que l'Europe va de soi. Et c'est pour ça que quand il y a ce sentiment d'inquiétude des Français, bien entendu qu'il faut l'entendre, et je crois que la manière que nous avons parlé de l'Europe est beaucoup trop technique, technocratique, et qu'il faut toujours leur dire qu'est-ce qu'il y aurait sans l'Europe. Et je crois que ce qu'on est en train de voir sur le plan énergétique, c'est-à-dire que si on n'était pas dans un marché qui est en train de se restructurer pour cesser de dépendre des empires autoritaires et à la Poutine, c'est quelque chose d'historique qui est en train de se passer, et nous le faisons à l'échelle de l'Europe, et cette autonomie n'est pas une illusion, mais une réalité qui est en train de se construire. Mais je crois qu'il est très important de parler de l'Europe en disant, oui, l'Europe, c'est toujours le principe de subsidiarité. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire très bien tout seul? Et il faut toujours répondre de la manière la plus pragmatique, la plus concrète aux Français. Ça, c'est peut-être encore quelque chose, une pédagogie de l'Europe que nous devons apprendre. Je dois m'interrompre, j'aurai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je pense qu'il faut avoir conscience que nous sommes à un moment de changement, de mutation, et nous devons être à la hauteur de ce moment-là, plutôt que de chercher dans le passé des raisons de nous désespérer. Merci Lana, merci Emmanuel, merci Stéphane, merci Michel d'avoir présidé. Jean-Pierre Sacoun, président d'Unité laïque.